Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, on parlera d'organisation d'événements et plus particulièrement de mariage avec Pilou Albert. À 20h, vous me retrouverez également pour une édition spéciale avec les entrepreneurs de l'événementiel guadeloupéen. Vous avez entendu, la nouvelle est tombée, le couvre-feu est encore maintenu, donc ils ne pourront pas reprendre leurs activités tout de suite et peut-être pas avant le mois de mars, ça risque d'être compliqué. On en parlera donc à 20h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 2 février 2022 et on débute directement avec ce point Covid hebdomadaire, le dernier point de Valérie Denux qui s'envole pour l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les chiffres en tout cas sont réconfortants mais toujours très élevés selon les autorités. 7 952 nouveaux cas dénombrés contre 12 700 la semaine précédente. Le taux de positivité passe de 23,8 à 19,8, ça dégringole, vous l'aurez constaté. Le taux d'incidence, lui, passe de 3380 à 2100 et on dénombre effectivement quand même 22 morts ces 7 derniers jours. Et la future ex-directrice de l'Agence régionale de santé, elle pronostique des décès au moins sur un mois. Oui, au moins sur un mois, plus de décès. Et effectivement, on a fait un point aussi sur la vaccination aujourd'hui. Comme d'habitude, on parle beaucoup de vaccination. Et vous êtes à 44% sur la première dose, 42,21% sur la deuxième dose et 19,03 pour les doses de rappel, ces fameux boosters. Et concernant les mesures de restriction, eh bien rien ne bouge avec un couvre-feu qui est maintenu entre 20h et 5h du matin. Le pass vaccinal, lui, deviendra obligatoire pour les 16 ans et plus à compter du 7 mars. Il sera appliqué 2 semaines après l'arrivée des vaccins Novavax, des vaccins qui seraient un peu plus traditionnels. Ils sont prévus pour le 21 février prochain. Et il s'agit pour les autorités, effectivement, donc de vous laisser le temps de vous faire injecter. Les tests seront gratuits jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. On fait le point avec le préfet. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est celui de l'application du pass vaccinal en Guadeloupe. Vous savez que ce pass vaccinal, si je veux essayer d'être le plus simple possible, c'est une transformation du pass sanitaire qui est en vigueur aujourd'hui en pass vaccinal, à une ou deux exceptions près, sur quelques établissements. Je pense notamment aux établissements de santé qui vont rester couverts par le pass sanitaire pour les visiteurs, pour ceux qui viennent dans les établissements, ou pour les questions d'âge, puisque pour le pass vaccinal, il va s'appliquer pour les plus de 16 ans. Donc pour les 12-15 ans, ça restera le pass sanitaire qui sera en vigueur. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. D'ailleurs, c'est le cas en France hexagonale depuis le 24 janvier dernier, où ce pass vaccinal est appliqué. Le pass vaccinal, vous pourrez l'utiliser si il y a 3 conditions possibles qui peuvent être mises en œuvre. Premièrement, vous présentez un schéma vaccinal complet. Et vous avez une attestation qui permet d'être vérifiée soit par papier, soit de façon électronique avec votre téléphone portable, soit vous avez un certificat de rémission du Covid, c'est-à-dire que vous avez été malade du Covid et vous êtes en phase de rémission. En phase de rémission, c'est-à-dire que vous êtes en phase dans laquelle vous avez plus de 11 jours après un test positif et cette phase de rémission dure aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 6 mois, et à compter du 15 février, elle ne durera plus que 4 mois. Mais pendant cette phase-là, vous ne pouvez pas être vacciné, donc vous pouvez satisfaire au pass vaccinal ou vous avez un certificat de contre-indication à la vaccination. Je retire le dernier point parce que c'est plus anecdotique, mais concrètement, quand on regarde les chiffres de la vaccination, schéma vaccinal en cours ou schéma vaccinal complet, et les gens qui pourront satisfaire d'un certificat de rémission, quand on additionne tous ces chiffres-là, on a plus de 2/3 de la population guadeloupéenne qui peut satisfaire au pass vaccinal à horizon entre le 1er mars et le 1er avril, si on regarde sur le mois de mars. Ces éléments de contexte et le fait que nous avons donc ces 2/3 de la population qui peuvent satisfaire au pass vaccinal nous ont conduit, avec les élus avec lesquels j'ai travaillé ce sujet, en lien évidemment avec madame la directrice générale de l'ARS, à préconiser une mise en œuvre de ce pass vaccinal
à compter du 7 mars prochain, donc juste après les vacances carnaval, et de manière progressive. À compter du 7 mars, le pass vaccinal sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public de type culturel, cinéma, théâtre, les musées, les endroits dans lesquels sont organisés les séminaires et les salons, notamment les séminaires et salons professionnels. Et 15 jours plus tard, donc à compter du 21 mars, pour le reste des établissements recevant du public et les autres activités, les activités sportives, l'hôtellerie et la restauration. Donc l'idée, c'est qu'on attende que le vaccin Novavax soit présent, qu'on ait un maximum de personnes qui puissent satisfaire au pass vaccinal, c'est-à-dire entre mars et avril, et qu'on le fasse de manière étagée, de manière à laisser le temps aux gens de pouvoir se faire vacciner. Vous imaginez bien qu'appliquer le pass vaccinal en l'état, c'est-à-dire avec 19,03% de personnes qui détiennent un schéma vaccinal complet, soit les 3 doses requises par le gouvernement. Et donc, effectivement, on aura cette mise en place qui sera progressive pour vous entraîner, effectivement, à y aller. Et effectivement, on dit aussi au revoir à Madame Valérie Denux qui, comme je vous le disais tout à l'heure, s'envolera pour l'Agence nationale de sécurité du médicament. Une sacrée promotion, en tout cas on la félicite pour ça. Et auditionnée au Sénat, puisque effectivement il y a 2 organismes principaux qui nous informaient pendant cette crise Covid. Il y a l'Agence nationale de sécurité du médicament qui est surtout rentrée en ligne de compte à la sortie du vaccin. Et on a aussi Santé publique France, et le ministre de la Santé, donc Olivier Véran, était auditionné au Sénat aujourd'hui et il avait quelque peu de mal à expliquer les sommes faramineuses que touchent certains agents pour des missions à Santé publique France. Regardez. On parle là de le mot guerre. Non, mais monsieur le ministre, on parle aussi d'argent public. Mais madame on parle aussi d'argent public. Parce que si je. Non, attendez. Si je fais l'addition, 170 000 euros, je suis un peu. 605 000 euros, ça fait combien ? 700 000 euros. 700 000 euros pour une personne qui assure la coordination opérationnelle, et vous avez développé ces missions, et une personne pour être dans une tour de contrôle à Santé publique France. Sincèrement, honnêtement, vous ne trouvez pas que ça fait un peu cher la mission ? Je doute très fort qu'il s'agisse de cela, madame la sénatrice, qui soit rapporté pour ça. On va... Hein ? Bien sûr, vous l'éclaircira, mais c'est pas 700 000 euros pour 2 personnes. C'est pas ça, monsieur le ministre, qu'on soit d'accord entre nous. C'est pas ça. On peut rectifier, voilà, mais ce sont les éléments qui sont en notre position. Et vous avez tous les éléments pour pouvoir vous faire une idée plus juste, et c'est pour ça qu'on vous a transmis le document, j'ai pas tout en tête, mais c'est pas ça. C'est pas 700 000 euros pour une personne qui fait une liaison entre SPF et la Task Force, certainement pas. Mais je vous le redis, hein. Je sais que vous êtes, de par votre appartenance politique et votre engagement politique que je salue, sensible à la qualité de vie au travail. Je dois vous dire que la période dont nous sommes en train de parler, quand vous dites l'argent public doit être bien dépensé, attendez, je termine ma phrase. Non, mais monsieur le ministre, je sais ce que vous allez me dire, vous me le dites tout le temps, chaque fois que vous êtes, quand vous êtes en séance ici au Sénat. C'est pas le sujet. Je vais quand même terminer ma phrase. Non, si mais c'est pas le sujet. Je terminerai malgré tout ma phrase. Vous aviez des lits de camp, madame la sénatrice, des lits de camp dans le ministère, des lits de camp dans les bureaux de mes conseillers, des lits de camp à côté de la bibliothèque, pour que les gens puissent faire des micro-siestes entre 2 missions. Je vous assure que les ressources publiques ont été employées au Monsieur le ministre, on a reconnu d'emblée que vos personnels ont été mobilisés. Nos questions portent sur autre chose. Voilà, ces auditions au Sénat, cette commission d'enquête donc sur cette gestion de crise. Franchement, ce sont des épisodes extrêmement savoureux et je vous conseille effectivement aussi de regarder la partie de son audition où il doit s'expliquer un petit peu sur le rôle de McKinsey qui était censé avoir un rôle de conseil mais qui a fait beaucoup plus que ça pendant la gestion de crise. Et sur le plateau avec nous, Olivier Félix qui nous revient tout juste de cette conférence de presse en préfecture. Bonsoir Olivier. Bonsoir Harold. Alors la dernière conférence de presse de Madame Denux s'est bien passée ? Oui, on peut dire ça. Elle avait l'air très contente de nous annoncer son départ. Et donc, sacrée promotion, donc je pense qu'elle doit être... De toute façon, on a pu le voir sur les réseaux. On lui avait posé la question, est-ce que la Guadeloupe était terre de promotion ? Elle nous avait répondu, ça avait fait le tour sur tes réseaux. Donc voilà.
Très bien. Bon, on a eu effectivement une partie de la conférence, mais on n'a pas eu de questions. Est-ce qu'il y a des nouvelles marquantes effectivement qui ressortent de cette conférence? Alors, il y a une question qui nous avait, que tu m'as transmise concernant le personnel, l'appel à candidature concernant les personnels qui devraient remplacer ceux qui sont suspendus dans certaines spécialités. Et visiblement, il y en a 36 qui seraient déjà... qui auraient déjà... Non, pas encore en poste, mais qui auraient déjà quitus pour pouvoir exercer en Guadeloupe. D'accord. Et visiblement, ils ne viennent pas que de la France, ils viennent d'ailleurs également. Ah, c'est Europe. Oui, c'est Europe. Donc, des recrutements Europe. Vous aurez cette partie de réponse demain dans les ITV, dans l'ITV que j'ai faite, demain dans le journal, et puis voilà. Donc 36 spécialistes sont déjà recrutés. Ont déjà leur accord pour pouvoir exercer en Guadeloupe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points marquants? Mis à part pour la suspension des soignants concernant les rémunérations, rien de nouveau. Et comme tu as pu le souligner, je pense, dans ton journal, c'est la mise en place de ce fameux passe vaccinal, où justement, il n'y a pas si longtemps, on avait eu une conférence de presse avec les élus qui nous avaient, qui plus ou moins nous avaient fait comprendre qu'ils étaient contre cette mise en place de ce passe vaccinal en Guadeloupe. Visiblement, ça a été validé. C'est validé. Ils attendent soi-disant, ils nous ont dit qu'ils attendaient une prochaine réunion avec le président de la République dans 5 à 6 semaines. Visiblement, l'instauration du pass vaccinal a déjà été actée. Ne sera pas attendue lors de cette fameuse réunion. Donc la décision de toute façon est déjà prise. Application du pass vaccinal à partir du 7 mars. Alors, il y a une première étape à partir du 7 mars et l'application totale à partir du 21 mars. Donc c'est pour laisser un peu aux gens le temps de se procurer du Novavax. Visiblement. Alors, c'est ce qui a été dit, justement. Puisqu'il y a eu des demandes de certains élus pour le Novavax, puisque... une formule plus classique. Voilà, puisque la population était contre la formule ARN. Donc, ils ont demandé ce vaccin. On verra. Tu penses que ce sera une réponse? Pour moi, si la population refuse de se vacciner, je pense que, puisqu'il y a de toute façon, il y a Janssen & Janssen. Ce serait quel que soit finalement. Quel que soit le vaccin, on verra, on attendra de voir si les choses vont évoluer, mais pour moi, la messe est dite. Ils ont évoqué, peut-être en off, l'arrivée du nouveau directeur de Non, du tout. l'ARS? Du tout. On attend de voir. Visiblement, selon les informations que nous avons, il prendrait son poste à partir du 9 février. Donc, attendons de voir. Et tu seras là, effectivement, pour lui souhaiter la bienvenue. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Olivier. Et le personnel soignant suspendu était en partie rassemblé à la clinique L'Espérance aux Abîmes, une manière de maintenir la résistance après plus de 5 mois de mobilisation. Pour le TS-UGTG, la direction du CHU joue la montre et le pourrissement. Étant dans l'impossibilité de licencier, les autorités auraient bien ficelé des procédures qui visent les agents à quitter leur poste d'eux-mêmes. Le reportage d'Olivier Félix. C'est une manière pour nous soutenir, pour nous dire qu'il y a l'espoir derrière tout ça. Parce qu'à travers le côté Fanchou, les patrons, quand même, il y a différents niveaux. Parce qu'on a ça qui, depuis 3 mois, pas touché un centime, et il y a d'autres qui, il y a un mouvement, c'est vrai, mais le patron a organisé la résistance là, puis il n'y a pas prendre trop de fait quand même. Ça veut dire que il n'y a pas de congé à eux. Ni ça qui travaille. Et il y a une monnaie quand même par rapport à moi, et il reste un mois là, il y a un congé. Donc il y a diverses solidarités qui capotent comme ça. Donc, ni ça qui met salarié dehors depuis le mois d'octobre. Ça fait 3 mois sans salaire. Et ni d'autres qui, nous avons trouvé nous en février là, il peut jamais suspendre le monde. Ça veut dire qu'il a joué la montre, il a joué au niveau à l'ARS avec les différents textes qu'il a tenus, et il a fait en sorte que les salariés n'ont pas porté peine. Alors qu'on a ça qui. Yo pivaillant d'après yo qui pour monde et que yo laisser salarié en misère et puis au moins plus de 3 mois. Son technique de guerre, l'épuisement.
en encerclement et l'épuisement. C'est pour ça que nous avons fait tout et tout justement pour assurer solidarité avec les camarades. Et la population Guadeloupe va soutenir nous à 1000%, parce que là, on n'est pas 80% de la population Guadeloupe qui n'est pas vaccinée. Il a dit qu'il n'est pas vacciné, il a dit qu'on ça fait soutien le monde qui justement a commencé à lutter pour nous tous. C'est ça qui est important. Et donc, la défiance là que nous avons fait l'État français aujourd'hui, là, c'est qu'effectivement, il ne pas comprendre que nous sommes en résistance. Il ne pas comprendre que les Guadeloupéens sont si vaillants. Il ne pas comprendre que nous sommes si éclairés par rapport à ça qu'on fait nous. Donc c'est tout un petit schéma de résistance à ça que nous demandons les camarades à apprécier, à valider, à confirmer. Bien évidemment, c'est là également pour constater ce qu'on propose nous là. Puisque aujourd'hui là, il a prolongé jusqu'à la fin du mois de mars. On sait quoi créer un plateau de concertation en tentative de faire de la pédagogie pour nous finalement consentir et prendre une 2 ou 3e dose. Et donc nous avons dit comme ça, évidemment, chaque monde libre de ça, il voulait. Mais il faut savoir également, à partir du moment qu'on prend 1, il faut prendre 3, demain il faut qu'il prenne 4. À partir du moment qu'on a dit qu'on on aide de trésorerie pour permettre de supporter, ou quoi tout comprendre que aide de trésorerie là, ça, il y a des défalqués de rupture conventionnelle qu'on a proposé aujourd'hui là. Et troisième métier qu'on a observé dans le secteur public là, ça part tout cynique. Aujourd'hui là, nous avons créé une rupture conventionnelle qu'on a proposé personnel qui travaille dans les établissements publics, qui majoré de 40%. Alors que, loin à décembre 2019, c'est qu'à prévoir la rupture conventionnelle pour les établissements personnels, les établissements publics, pas qu'à prévoir ça. Donc, on a fait une dérogation, on a l'argent en plus pour partir. Donc, ça bien organisé. Hein. Violence à ça. Comme on ne peut pas licencier parce qu'on n'a pas fait pour faute, comme on ne peut pas engager contre vous en procédure disciplinaire parce que pour une faute disciplinaire, son but spécifique est créé pour mettre le monde dehors. Dans les établissements de santé, dans les établissements du secteur médico-social, ils ont créé une disposition particulière. Et donc, pour sortir là-dedans, ils ont attendre que c'est vous-même qui dites en partie. Ou que vous démissionnez, ou bien vous négociez avec au départ. En départ, vous négociez, qu'à faire en sorte que vous doit, après ça, attaquer en justice et dénoncer le licenciement. Et notez que le numéro 15 ne fonctionne pas actuellement. Il vous faut donc contacter le 18 en cas d'urgence. Une délégation de la collectivité départementale était en visite aujourd'hui à la Désirade. 13 millions ont été engagés pour des travaux sur le port, l'aéroport et 6 km de route. Les élus ont aussi abordé la question de la maison de santé et de la venue de médecins et de professionnels de santé spécialisés, peut-être qu'ils viendront d'Europe d'ailleurs pour le coup. Le reportage de Charlie Dagonia. Très satisfait de la visite et de l'accueil, mais aussi de la cohérence de l'ensemble donc, des travaux qui sont en cours, puisque vous avez pu voir des travaux sur l'aéroport, mais qui rentrent dans une stratégie départementale de mettre en réseau les différents aéroports départementaux. Également les travaux sur le port de la Désirade pour rendre possible les différentes activités, puisqu'il faut rappeler que le port de la Désirade, c'est le principal port de pêche, avec 40% de la production de pêche de la Guadeloupe, mais aussi qui rentre dans une stratégie globale d'aménagement du département, puisque nous allons présenter bientôt le schéma départemental des ports. Il faut rappeler que c'est 22 ports que nous gérons, et en cohérence avec la région, de manière à créer une véritable filière pêche, de la formation jusqu'à la distribution donc, des poissons. Ensuite, concernant les routes, c'est 6 km de routes qui seront réalisées sur le territoire de la Désirade de manière à permettre la circulation, de manière à permettre aussi le transport sur ce territoire, en lien bien sûr avec l'aéroport et port. Aujourd'hui, c'est 13 millions de travaux qui seront réalisés sur cette année 2022 sur le territoire de Désirade. C'est très important. Ce n'est pas 13 millions sur une mandature, mais 13 millions sur une année qui seront réalisés sur la Désirade. Là, aujourd'hui, on a parlé de la maison de santé, qui est aussi un projet fort de la municipalité lors de la campagne municipale. Mais aujourd'hui, prend toute sa forme, puisqu'on est déjà sur le dossier déjà avec la CARL, le président Cornet qui a impulsé cette dynamique, bien entendu, avec moi-même, puisque c'était une vraie demande de la population, une vraie demande, même je dirais, même dans le fonctionnement du territoire. Hein. Donc, on est dessus, l'ARS est déjà là. On a déjà fait plusieurs réunions de l'ARS qui sont d'accord sur le fond. Maintenant, comme je disais, c'est surtout sur la forme de voir sur le niveau financement qui fera quoi, qui prendra quelle part. Et c'est pour ça aussi que le département
département rentre aussi dans ce projet de façon à mieux accompagner. Ils sont comme l'a dit le président, il n'est pas derrière nous, mais à côté de nous. Je fais au maximum de mes compétences et de mon pouvoir pour pouvoir avoir un médecin. Malheureusement, ça ne n'était pas du maire non plus. Donc voilà, il y a cette problématique, mais il y a aussi offrir d'autres choses, notamment un cardiologue par exemple, une sage-femme, un neurologue, dentiste, ostéopathe, tout secteur confondu de la santé, et de pouvoir permettre à la population de se faire soigner sans pour autant prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance sur la Guadeloupe, en sachant même pas s'ils vont pouvoir y arriver, s'il y a des sargasses. Vous voyez, donc si vraiment nous ne sommes pas là pour... nous ne faisons pas les choses, eh bien, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire à la Désirade. Et chaque année, le CIMEG réalise des contrôles afin de s'assurer de la bonne exécution des missions de service public confiées à EDF dans sa qualité de propriétaire du réseau électrique pour le compte des 32 communes. Ce contrôle permet au CIMEG de garantir la qualité de la fourniture d'électricité aux usagers. Ils effectuent également des travaux d'amélioration et d'extension du réseau, comme l'installation de nouveaux transformateurs. Un syndicat qui procède aussi à l'enfouissement du réseau haute tension, par exemple aux abîmes. Une délégation était en visite ce matin sur divers chantiers de la commune. Nicolas Hatchi était sur place. Cette visite consistait à faire une première déjà. La commission travaux du CIMEG a décidé de faire une réunion de travail sous le terrain pour montrer aux administrateurs et membres de la commission travaux quels sont les travaux engagés sur le territoire de la ville des Abîmes. Il s'agit de montrer aujourd'hui la pose de transformateurs, ici sur un site, le site de Néré, excusez-moi, où c'est pas loin de 80 personnes qui pourront être alimentées par ce transfo sur une nouvelle résidence. Nous avons fait aussi Belle-Plaine. Belle-Plaine, c'est un transformateur qui permettra d'alimenter une trentaine de maisons qui, depuis 10 ans, elles attendent. Mais aussi, c'est l'extension du réseau, c'est-à-dire l'enfouissement de la haute tension pour passer sur un réseau beaucoup plus sécurisé. C'est aussi du renforcement en augmentant des transferts de 60 kVA à 250 kVA. Autant de travaux qui permettront de garantir une continuité de service sur le territoire de la ville des Abîmes. Il s'agissait pour nous, dans un premier temps, que la commission des travaux du CIMEG se déplace pour constater réellement les travaux qui se réalisent sur le territoire. Nous avons commencé par un territoire qui est le territoire de Cap-Excellence, et nous allons essayer de poursuivre ces visites de chantier sur tous les autres territoires, la CNBT, la CNJT, etc., de façon à ce qu'on puisse découvrir et montrer réellement quels sont les travaux que le CIMEG peut mener en termes de renforcement, comme on vient de le voir, en termes aussi d'alimentation d'un certain nombre de structures en Guadeloupe. Donc nous avons la lourde tâche de réaliser ces travaux-là, qui coûtent relativement cher, puisque vous avez entendu, les montants sont en général au-dessus de 200 à 300 000 euros. Donc il faut que le Guadeloupéen prenne conscience du rôle important que joue le CIMEG dans la société guadeloupéenne, et donc pour aussi les entreprises guadeloupéennes que nous mettons sur ces travaux-là. C'est une volonté du maire de vouloir aujourd'hui sécuriser la partie électrique sur le réseau, puisque l'électricité aujourd'hui dans un foyer, c'est très important. Quand vous avez des enfants qui sont scolarisés le soir, quand vous entrez, ils ne peuvent pas faire leur leçon parce qu'ils sont dans le noir, c'est important. C'est une volonté du maire d'apporter ce confort de vie à la société abîmienne. Et à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, l'Office de l'eau et l'Office national des forêts signent une convention de partenariat. Les deux organismes travailleront de concert à la préservation des milieux naturels, enfin aquatiques et terrestres d'ailleurs. Des actions ont déjà été ciblées pour la période 2020 à 2022. On fait le point avec Stanley Manicor. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque en cette journée de journée mondiale des zones humides, donc comme vous pouvez le voir au niveau donc de notre affiche, c'est donc aujourd'hui agir pour l'humanité, agir pour la nature par la préservation donc des milieux aquatiques. Et donc en fait, l'office a fait le choix de sceller en fait tous ces partenariats avec tous ces acteurs de terrain de l'environnement. Et donc il était important pour nous de pouvoir le faire aujourd'hui, et c'est effectivement le fruit d'une dizaine d'années de travail avec l'Office national des forêts qui se concrétise aujourd'hui. Représente vraiment un intérêt majeur pour l'ONF, ce rapprochement avec l'Office de l'eau sur des thématiques transversales comme la préservation des milieux aquatiques et des zones humides. C'est vrai que de fait, nous travaillons, on va dire, dans le même domaine, sur les mêmes sujets. Les enjeux et les problématiques sont partagés. Donc se rapprocher de cet établissement public pour mener à bien des actions en commun, ça a beaucoup de sens pour nous.
les objectifs majeurs sont de pouvoir emmener cette formation, cette éducation à la préservation des milieux aquatiques, au respect donc de notre environnement, au respect de toute cette forêt qui est donc gérée par l'Office national des forêts et que l'Office encadre également pour tout ce qui est secteur eau. Donc il est très important pour nous de pouvoir dire que toutes les actions de 2022 à 2025 sont donc cadrées par cette convention de partenariat et seront tout simplement au service du mieux-être, au service des usagers, au service de l'éducation à la préservation des milieux. Et petit focus sur Éric Michel, le nouveau directeur adjoint d'Air Caraïbes. Cet ancien du groupe Air France a été recruté à un moment où la compétition post-crise sanitaire s'annonce rude entre transporteurs aériens. Il remplace Johan Paulin, qui lui rejoint le conseil d'administration de la compagnie. Le reportage. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le trafic aérien n'avait jamais connu, même dans des moments difficiles. Rappelez-vous les tours, le 9/11, on avait connu un impact aussi terrible. Et puis surtout, cette crise, elle a été constituée de stop and go. Ça nous a affaiblis, mais nous avons vraiment tenu avec le management, avec nos personnels, avec le groupe du Breuil, à préserver l'avenir. J'espère que nous allons sortir de cette crise très rapidement. En 2022, nous avons déjà donc des prémices de sortie de crise. Donc après la crise qui a été très violente, comme vous le savez, sur les dernières années. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment en finir avec donc cette crise sanitaire et ressortir et revenir dans un monde un peu différent, certes, mais dans un monde qui nous permettra de pouvoir voyager comme nous le faisions auparavant. On a vécu un drame dans cette entreprise. On a perdu il y a moins d'un an notre directeur général, Olivier Bénard, dont je salue la mémoire. On a pris du temps et en même période, Johan Paulin, qui était un de nos meilleurs cadres, a pris cette place, l'a occupée. Mais maintenant, Johan veut faire autre chose dans sa vie, tout en restant très proche d'Air Caraïbes. Il est notre administrateur sur le plan régional, on va dire, et il va nous apporter toutes ses connaissances et tout son environnement. Après 16 ans, j'ai quand même le sentiment du devoir accompli. Pendant ces 2 dernières années de crise, on a énormément travaillé avec l'ensemble des équipes d'Air Caraïbes pour pouvoir améliorer notre fonctionnement, se restructurer pour sortir plus fort de cette crise. Alors maintenant, je change de mission, je monte d'un étage, puisque je vais être du coup membre du conseil d'administration, donc avec un rôle beaucoup plus dans la stratégie. Donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui, de dire qu'on passe à l'offensive, on a un axe environnemental fort, on a des nouveaux outils qui nous permettront d'être plus efficaces, et donc je vais être aux côtés de la famille du Breuil et de Marc Rocher dans un rôle plus stratégique. Je passe maintenant le flambeau à Éric Michel sur la partie opérationnelle, parce que bien évidemment, il faut s'occuper de l'exploitation au quotidien. J'ai eu le bonheur de travailler dans quelques décennies dans le monde de l'aérien, et oui, je ferai tout effectivement pour pouvoir donc collaborer avec Air Caraïbes pour les mettre donc dans le meilleur des succès à venir. Je pense qu'Air Caraïbes a vraiment donc un potentiel pour pouvoir être d'une compagnie qui va vraiment réussir, qui va être pertinente sur le marché et qui va se développer. Donc suivez bien l'activité d'Air Caraïbes, parce que je pense qu'elle va évoluer dans de très très bonnes directions. Et il faut savoir que pour maintenir l'entreprise à flot, les personnels, tous les personnels confondus, ont renoncé à 10% de leur salaire pendant toute cette période de crise sanitaire. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Un petit rappel d'une principale information, c'est que le pass vaccinal rentrera en vigueur en Guadeloupe à compter du 7 mars prochain. Les vaccins Novavax donc arriveront le 21 février et on vous laisse a priori 2 semaines pour vous mettre un peu dans les rangs. Donc une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et ce soir, nous allons parler d'amour, de relations et d'organisation aussi d'événements avec Pilou Albert. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19. Et avant cela, je dis bonsoir à Florence Tacour, Madi Rivin, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à Madbi Congré, bonsoir à Raphaël Duflo, à Marius Labissi, à Moïse Tézénas, à Tayaniste, bonsoir à Alain Hain, à Maggie Delaney, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Jimmy Kamagouva Alia, à Nadir Jamela, bonsoir à Odile Zingilet, à Mieli Pops, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à qui d'autre, à Johanna Bon, à Gaël Théophile, à Jean-Claude Pastor, bonjour à Joli Cœur Bégarin et à Marie-Lou. Ce sera tout pour ce soir. Merci à vous tous qui nous suivez sur l'antenne de Canal 10 et sur les réseaux, c'est important aussi. On se retrouve après la coupure pub.